Bonjour à tous, moi je m'appelle Johan, je suis interne en 5e semestre d'Alestrea, actuellement en MSPED à 17. Je vais vous parler d'un topic qui s'appelle Les enfants et la sieste, une histoire compliquée, qui va traiter de la gestion de l'anxiété périopératoire en pédiatrie. Et je remercie le docteur Catherine Beaujard qui m'a encadré pour ça. Donc pour commencer, on va faire un petit cas clinique pour vous mettre un peu dedans. On va parler d'Eliakim Brian qui a 3 ans, qui fait 16,5 kg, qui est suivi dans le cadre d'un lymphome B de haut grade de type Burkitt, traité par chimiothérapie, et qui se présente au bloc opératoire de Bicêtre pour des biopsies éco-guidées d'une masse ganglionnaire mésentérique sous anesthésie générale. Il présente une anxiété préopératoire qui est majeure, c'est un enfant qui est agité, qui s'accroche à sa mère, qui est en pleurs, et qui ne veut évidemment pas venir avec nous. Devant cette anxiété, quelles propositions sont vraies? Donc, Eliakim présente des facteurs de risque d'anxiété préopératoire. C'est là qu'il faut participer. L'anxiété préopératoire peut entraîner des conséquences post-opératoires. Ok, plutôt d'accord. La présence des parents participe à réduire cette anxiété. Quelques-uns. La prémédication par midazolam est la méthode la plus efficace pour prévenir cette anxiété. Ok. Et les méthodes non pharmacologiques proposées sont nombreuses, mais souvent peu efficaces. Ok. Donc globalement, effectivement, il a des facteurs de risque, on va y revenir. L'anxiété pré-op, ça peut entraîner des conséquences post-op. La présence des parents ne participe pas franchement à réduire cette anxiété, on va y revenir. La prémédication par midazolam, c'est la méthode la plus utilisée, mais pas forcément la plus efficace. Et effectivement, il y a des méthodes non pharmacologiques qui sont nombreuses, mais qui sont souvent assez efficaces. Donc d'abord un petit mot sur la définition. Je vous ai mis ici la définition de l'ASFAR. Donc l'anxiété, c'est une forme de malaise physique et ou psychologique dont les manifestations et l'intensité sont variables et qui peuvent avoir un impact important sur les suites médicales et sur l'expérience vécue par l'enfant et ses parents. Ça concerne environ 60% des enfants, donc c'est un problème qui est vraiment important dans notre pratique. Concernant les facteurs de risque, donc je vous les ai divisés en 3 types. Les facteurs de risque qui sont franchement identifiés. Donc on a l'âge préscolaire, les enfants de moins de 6 ans essentiellement, qui ont un risque relatif qui est globalement à 4 par rapport aux enfants de 7 à 12 ans, avec la nuance quand même que les enfants de moins de 7-8 mois n'ont pas encore l'anxiété de séparation et donc sont globalement moins anxieux. Ensuite, on a l'anxiété des parents, l'expérience d'hospitalisation antérieure négative, la faible compétence sociale. La faible compétence sociale, c'est globalement des enfants qui sont irritables, qui sont plutôt introvertis, qui ont des comportements d'évitement, et ceux-là, ils sont plus anxieux que les enfants qui sont socialement actifs, et l'environnement chirurgical. Ensuite, on a des facteurs de risque qui sont probables, mais un peu moins francs dans la littérature. L'enfant unique, le niveau faible d'éducation et la barrière de langue, qui sont probablement à rapprocher des faibles compétences sociales, et le type de chirurgie. Il y a certaines études qui ont montré que les enfants qui ont une neurochirurgie sont plus anxieux que pour la chirurgie abdominale et thoracique. Ça, c'est probablement à rapprocher aussi de l'anxiété parentale. Et enfin, on a des choses qui sont discutées, les facteurs de risque possibles, le type d'induction IV versus inhalatoire, IV avec l'anxiété de la pose de la voix, et inhalatoire avec l'anxiété du masque, et ambulatoire versus hospitalisation, c'est pas encore franchement tranché. Concernant les conséquences de cette anxiété préopératoire, elles sont principalement au nombre de 3. Donc on a la première qui est la plus connue de ceux qui ont déjà fait de la pédiatrie, c'est l'agitation et le délire post-opératoire, qui concerne globalement 20% des enfants, surtout les plus jeunes. Ça consiste en une agitation psychomotrice au réveil et qui est favorisée par le sévoflurane. La deuxième, elle est un peu moins connue, c'est les troubles du comportement post-opératoire, qui consistent en une modification du comportement de ces enfants dans les semaines, voire même les mois qui suivent. Ça concerne à peu près un enfant sur 2 et ça consiste en de l'anxiété, des troubles du sommeil, de la question physique. Et enfin, la dernière qui est aussi importante, c'est la majoration de douleur post-op et la consommation d'antalgiques qui est plus importante. Et je vous ai mis ici les risques relatifs. On voit que c'est quand même un problème qui est assez important avec jusqu'à 6 pour l'agitation et le délire post-op. Pour vous illustrer un petit peu ces conséquences, je vous ai mis ici une étude réalisée par Kane, qui est un monsieur qui a beaucoup écrit sur le sujet. Une grande partie des articles que je vais vous présenter sont écrits par lui. C'est sorti en 2004 dans Anesthesia Analgesia, et c'est une étude qui a rassemblé l'ensemble des données qu'il avait pu récolter de 1998 à 2004 de manière prospective, et qui incluait des enfants ASA 1 et 2 qui avaient une chirurgie sous ALU. Globalement, ce qui ressort de cette étude, c'est que donc, vous avez là-bas sur le côté le score YMPAS, qui est le score d'évaluation de l'anxiété préopératoire de l'enfant qui est utilisé dans la majorité des études, avec un minimum à 23, un maximum à 100, et une anxiété qui est considérée comme sévère au-dessus de 30. Et ce qu'on retrouve dans cette figure, c'est que les enfants qui sont le plus anxieux tout au cours de la procédure, c'est-à-dire en zone d'attente, à l'entrée en salle et à l'induction, sont les enfants qui vont présenter les symptômes de délire et d'agitation au réveil les plus importants.
De la même manière, il a montré que lorsque ce score d'anxiété augmentait de 10 points, on augmentait de 10% le risque d'agitation post-opératoire. Dans cette même étude, on retrouve ici, concernant les troubles du comportement post-opératoire, on voit que les enfants qui ont une anxiété qui est plus importante, au moins pendant la première semaine, des troubles du comportement post-opératoire qui vont être plus importants et une augmentation de risque de 2,5% quand on augmente le score d'anxiété de 10% en pré-op. Enfin, dans une autre étude, Kane a montré que 20% des enfants avaient des troubles du comportement post-opératoire à 6 mois et 7% à 1 an, donc c'est vraiment un problème qui est important. On a parlé un peu des conséquences et des facteurs de risque. On va maintenant parler de la prise en charge, et on va commencer par la prise en charge pharmaco, avec le midazolam, qui est le médicament de référence. Le midazolam, il a été évalué dans cette étude, qui est une étude issue du programme Advance, dont je vais vous parler un peu plus précisément en fin de topo. C'est un essai contrôlé randomisé, avec des enfants de 2 à 12 ans, 94 enfants par groupe, avec 3 groupes. Un groupe contrôle, qui reçoit une prise en charge classique, un groupe avec la présence des parents jusqu'à l'induction, et un groupe qui reçoit 0,5 mg/kg de midazolam per os 30 minutes avant la séparation des parents. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une augmentation, on a une diminution de l'anxiété avec le midazolam au moment de l'entrée en salle et au moment de l'induction, par rapport à la fois au groupe contrôle et aussi au groupe de présence parentale. Et on a l'impression, déjà ici, on va y revenir, que la présence parentale n'est pas franchement un avantage. De la même manière ici, on regarde l'agitation post-opératoire dans la même étude, et il n'y a pas de différence entre le midazolam, la présence des parents et le contrôle. Par contre, sur les troubles du comportement post-opératoire, il y a une étude qui a montré qu'il y avait moins de troubles du comportement post-op la première semaine avec le midazolam, et ensuite ça s'équilibrait à partir de la deuxième semaine. Il n'y avait pas de différence en termes de douleur, de consommation d'antalgiques, et les patients sortaient un peu plus tard du SSPI, environ 10 minutes, c'est pas franchement intéressant. Le deuxième type de molécule dont je voulais vous parler, c'est les alpha-2 agonistes, et essentiellement le Dexdor. Ici, j'ai fait le choix de vous présenter une méta-analyse, parce qu'il y a beaucoup d'études qui vont un peu dans tous les sens, et donc ça nous permettait de vous montrer un peu cette diversité. C'est une méta-analyse qui a rassemblé à peu près 1000 patients, 500 patients par groupe, avec 2 groupes, un groupe midazolam et un groupe Dexdor, avec soit 1 à 4 microgrammes-kilo de Dexdor intranasal ou per os avant la chirurgie, soit 0,5 mg/kg intranasal ou per os pour le midazolam. Ici, dans cette figure, il regarde la sédation satisfaisante à la séparation des parents, et il y a une légère amélioration en faveur du Dexdor, qui est significative. En revanche, quand on regarde au moment de l'induction, il y a une tendance en faveur du Dexdor, mais elle n'est pas significative. C'est évidemment à prendre avec des pincettes. On a une hétérogénéité qui est très importante dans cette méta-analyse, et donc il faut faire attention à ce qu'on interprète. En revanche, quand on va un peu plus loin dans l'étude, on regarde l'agitation post-opératoire et la consommation d'antalgiques. Là, c'est beaucoup plus franc. Des risques relatifs qui sont autour de 0,4 en faveur du Dexdor, et une hétérogénéité qui est beaucoup plus faible. Et donc on a l'impression que le Dexdor nous aide plus sur cette agitation post-op et sur la consommation d'antalgiques. Concernant les troubles du comportement post-opératoire, c'est pas franchement tranché. Il commence à y avoir quelques études qui ont tendance à dire que ça fait mieux, mais c'est pas franchement tranché. On va parler un peu des complications, comparer les alpha-2 et le midazolam. Donc le midazolam est à risque de réaction paradoxale, avec un risque d'agitation qui est propre au benzo, et également de complications respiratoires. Il y a Fang Ming en 2022 qui a montré, dans une étude qui comparait prémédication par Dexdor versus prémédication par midazolam chez les enfants, on observait plus de complications respiratoires post-opératoires chez l'enfant, avec le midazolam. Pour les alpha-2 agonistes, on sait que c'est essentiellement des complications hémodynamiques, bradycardie, hypotension. Mais Larson a montré dans une étude où il a regardé surtout la clonidine, qu'il n'y avait pas de modification de prise en charge, qu'il n'y avait pas de nécessité d'intervention en plus avec les alpha-2. La clonidine, justement, j'en parle rapidement ici, les résultats sont globalement similaires, avec une preuve dans la littérature un peu plus forte en faveur de la baisse des troubles du comportement post-opératoire, mais du fait du délai d'action qui est franchement allongé, plutôt 60 à 90 minutes pour la clonidine par rapport au Dexdor, c'est plus difficile à utiliser en préopératoire. La dernière chose, c'est la question du coût. Globalement, utiliser le Dexdor, ça coûte 5 à 10 fois plus cher que le midazolam. Probablement que si ça améliore en termes d'agitation et de consommation d'antalgiques, ça finit par s'équilibrer. Dernière molécule dont je voulais vous parler, c'est la kétamine, parce que c'est une molécule qui est de plus en plus étudiée dans cette indication. Ici, je vous présente un essai contrôlé randomisé chez des enfants de 2 habitants, ASA 1, qui ont une chirurgie élective, une chirurgie mineure de l'enfant. Il y a 40 enfants par groupe, et donc 3 groupes. Un groupe midazolam 0,2 mg/kg per os, un groupe kétamine 0,5 mg/kg intranasal,
et un groupe contrôle qui reçoit une solution de NaCl. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que la kétamine fait mieux que le groupe contrôle en termes d'anxiété préopératoire, mais fait moins bien que le midazolam. Et là, c'est des petites doses de kétamine, mais ils ont fait d'autres études où ils augmentent jusqu'à 3, 5, voire 10 mg kg en prémédication, et aussi des études où ils associent le midazolam et la kéta au kéta et Dexdor, et ils retrouvent effectivement une augmentation de l'efficacité, mais surtout une explosion des effets secondaires, avec beaucoup d'agitation et beaucoup de troubles du comportement post-op. Quand on compare au Dexdor, c'est globalement des résultats qui sont les mêmes. Donc maintenant, pour l'instant, on a parlé de la prise en charge pharmacologique, on va maintenant parler de la prise en charge non pharmacologique. Je vais vous la dérouler de ce qu'on peut faire de la consultation d'un est jusqu'à la prise en charge au bloc. Et elle se divise en deux parties, une première qui est la prise en charge avec la préparation, et la deuxième qui est la distraction. Juste pour finir, j'ai oublié ce diapo. Juste pour finir, sur le plan pharmaco, ici je vous ai mis un tableau qui résume ce que je vous ai dit sur les médicaments, avec en vert ce qui est en faveur des médicaments, en rouge qui est plutôt en défaveur. Le midazolam, c'est la drogue de référence, un délai d'action qui est court, il est efficace. La kétamine, c'est à peu près les mêmes caractéristiques, mais on l'a vu qu'il est un peu moins efficace, et finalement on a plutôt envie de s'axer vers le Dexdor, puisque la clonidine fait du délai d'action. Le Dexdor qui fonctionne bien en pré-op, en post-op, et qui a moins d'effets secondaires, et qui semble, sur le délai d'action, au moins gérable pour le premier patient de la journée. La mélatonine et l'hydroxyzine, juste pour que vous le sachiez, ça a été évalué et ce n'est pas efficace dans cette indication. Donc, la préparation psychologique, je vous en parlais. Ici, je vous présente un essai contrôleur randomisé, encore chez des enfants de 2 à 8 ans, où ils comparent deux groupes de 50 patients, avec un groupe où ils font une prise en charge classique, une consultation d'anesthésie classique, puis une prise en charge au bloc, et un deuxième groupe où, le jour de la consultation d'anesthésie, ils ont aussi une consultation avec une psychologue qui va expliquer aux parents les aspects de la chirurgie et de la séparation avec l'enfant, et qui va également expliquer à l'enfant, grâce à un livre, comment ça va se passer, un livre qui raconte l'histoire d'un enfant qui va faire opérer. Et donc, quand on regarde les résultats de cette étude, on peut voir assez facilement que, à la fois, l'anxiété des parents en préopératoire et l'anxiété des enfants en préopératoire le jour de la chirurgie est diminuée par rapport au groupe contrôle. Le faire en consultation, c'est peut-être un peu compliqué, donc il y a d'autres études qui ont regardé la préparation psychologique à J-1 et en zone d'attente, ça fonctionne aussi, et ça fonctionne aussi avec des préparations à domicile par l'intermédiaire de vidéos, de brochures qui sont envoyées aux parents. Une chose intéressante dans toutes ces études, c'est que chez les enfants les plus jeunes, les plutôt 3 à 5 ans, on a l'impression que c'est plutôt la préparation à J-1 qui fonctionne le mieux, alors que chez les plus âgés, à partir de 5-6 ans, les préparer au moins une semaine à l'avance au moment de la consultation d'anesthésie, ça semble plus efficace. Une fois qu'on les a préparés psychologiquement, on peut éventuellement leur proposer de visiter le bloc opératoire. Ici, c'est un essai contrôlé randomisé, encore une fois, chez des enfants de 5 à 11 ans, 35 enfants par groupe, et qui compare du coup soit un groupe contrôle qui a une préparation standard, soit un groupe qui peut visiter pendant 20 minutes le bloc opératoire avec une infirmière qui va leur expliquer comment ça va se passer, qui va leur montrer le différent matériel. Et donc dans le groupe intervention, on observe que ce soit A, B ou C, donc c'est la zone d'attente, l'entrée en salle et l'anxiété qui est moindre dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle. Ils ont fait une autre étude qui ressemblait un peu à celle-là, où ils associaient la visite et une simulation d'induction avec l'enfant, et ils retrouvent des résultats qui sont globalement les mêmes. Visiter le bloc et organiser une préparation, ça peut paraître un peu compliqué, surtout ici. Éventuellement, qu'on peut proposer une chose plus simple, qui est l'essai du masque en préopératoire. Ici, c'est un essai chez des enfants de 3 à 7 ans, 25 enfants par groupe, avec un groupe qui reçoit une préparation standard et un groupe à qui on donne le masque d'anesthésie au moment de la consultation d'anesthésie, et qui peut le conserver jusqu'au jour de la chirurgie. Et donc, on peut voir sur la figure de gauche qu'en zone d'attente, l'anxiété est globalement la même, mais quand on introduit le masque, l'anxiété dans le groupe qui ne connaît pas le masque s'envole, alors qu'elle reste globalement stable dans le groupe qui connaît le masque. Pareil ici, quand on regarde l'acceptation du masque au moment de l'induction, avec en blanc les enfants qui ont le masque, en noir les enfants qui n'ont pas le masque, et donc un score qui augmente quand l'acceptation est meilleure, il y a une meilleure tolérance du masque, de l'introduction du proto et de l'introduction du sévo dans le groupe qui connaît déjà le masque. Encore une fois, il y a d'autres études qui ont évalué ça. On peut proposer de donner le masque dès le matin, juste le matin, pas forcément le jour de la consultation, et ça fonctionne aussi. Et une dernière chose, c'est qu'il y a une étude qui a essayé de faire des jeux incitatifs où ils essayent de faire gonfler un ballon à l'enfant par l'intermédiaire du masque, et ça fonctionne également. Donc là, on a préparé notre enfant, et maintenant, on va se poser la question de comment on l'emmène au bloc.
Et pour l'emmener au bloc, je vais vous proposer la voiture. Donc ici, c'est un essai d'enfants de 2 à 5 ans. Il y a 35 enfants par groupe. C'est des enfants qui ont une cardiopathie congénitale. Et il y a 3 groupes. Un groupe G, qui est le groupe contrôle, qui va être transporté sur un brancard, puis sans prémédication. Un groupe M, qui est transporté sur un brancard avec une prémédication, par midazolam 0,5 mg kg/os. Et un groupe C, qui est le groupe voiture, où ils vont être transportés sans prémédication dans la voiture. Et donc l'anxiété est la même globalement au début, et ensuite que ce soit T1, T2, T3 ou T4 qui sont le moment où on les transfère sur le moyen de transport, où on les emmène au bloc en zone d'attente, et au moment du transfert de la zone d'attente jusqu'au bloc, on a une anxiété qui est moindre dans le groupe de la voiture par rapport au groupe T contrôle et au groupe midazolam. En revanche, quand on arrive à T5, qui est le moment de l'induction, le niveau midazolam et voiture s'équilibrent, mais sont toujours mieux que le groupe contrôle. Donc ça paraît intéressant, d'autant plus qu'il y a 0 effet secondaire à l'emmener en voiture. La question de la présence des parents, on arrive au moment de la distraction. La présence des parents, on en a un peu parlé dans le QCM au début, et il y a beaucoup d'études qui ont travaillé sur ce sujet, et finalement il ressort que la présence des parents ne change rien en termes d'anxiété chez l'enfant, que ce soit en préopératoire, mais aussi en post-opératoire sur les troubles du comportement et sur l'agitation post-opératoire, et que ce soit avec la présence d'un seul parent, de 2 parents, et aussi chez les parents qui sont préparés à l'avance, qui sont vus par l'anesthésiste, qui leur explique comment ils vont devoir encadrer l'enfant. Kane qui a fait une étude en 2006 qui retrouvait dans un sous-groupe certains enfants chez qui ça pourrait être bénéfique. C'est une population bien particulière, donc c'est des enfants qui sont plutôt grands, qui ont des faibles compétences sociales, donc plutôt introvertis, et avec des parents qui sont peu anxieux. C'est les seuls enfants pour qui potentiellement ça pourrait fonctionner. Si on ne peut pas se fier aux parents, il faut qu'on trouve d'autres moyens de distraire les enfants, et donc on va discuter un peu de la musique, qui est quelque chose qu'on fait beaucoup au bloc opératoire. Donc ici c'est encore un essai chez des enfants de 3 à 12 ans, 26 enfants par groupe, avec un groupe préparation classique et un groupe où ils reçoivent 15 minutes, ils écoutent 15 minutes de musique avant d'entrer au bloc, une musique qui est présélectionnée. Et on retrouve assez simplement ici, pas de différence entre avant et après musique dans le groupe qui n'a pas de musique, c'est évident, et en revanche une baisse significative de l'anxiété préopératoire dans le groupe qui a pu écouter 15 minutes de musique, donc c'est plutôt intéressant. Si la musique n'intéresse pas les enfants, on peut éventuellement leur proposer les jeux vidéo et les dessins animés. Ici, dans une étude, on a regardé des enfants de 1 à 11 ans qui devaient avoir des chirurgies mineures. Ils ont comparé 2 groupes, un groupe qui reçoit du midazolam à 0,5 mg kg/os et un groupe qui a accès à une tablette avec des jeux vidéo. Et on retrouve qu'au moment de c'est une étude de non-infériorité, et donc au moment de la séparation des parents, les enfants qui ont la tablette sont moins anxieux que les enfants qui ont le midazolam. Au moment de l'induction, la tablette ne fait pas moins bien que le midazolam. Et quand on regarde l'analyse de sensibilité de l'étude, ils ont retiré les enfants de moins de 2 ans pour lesquels le score MYPAS n'est pas franchement validé. On retrouve une significativité en faveur de la supériorité de la tablette par rapport au midazolam. On retrouve des résultats qui sont à peu près les mêmes pour les dessins animés, avec une baisse de l'anxiété en zone d'attente, à l'entrée en salle et à l'induction. Si on n'a pas accès aux jeux vidéo et à la musique, on peut éventuellement proposer l'hypnose. Et l'hypnose, c'est une méthode qui fonctionne finalement assez bien. Ici, ils ont regardé chez des enfants de 2 à 10 ans. Ils ont comparé midazolam en prémédication versus hypnose. Et on retrouve ici une forte tendance à T1 et T2 qui sont toujours la zone d'attente et le transfert au bloc en faveur de l'hypnose, mais sans que ce soit significatif. Et à T3, donc au moment de l'induction, on a une baisse significative de l'anxiété dans le groupe hypnose par rapport au groupe midazolam. Et surtout, chose intéressante avec l'hypnose, c'est la seule méthode non pharmacologique qui a prouvé une efficacité en post-opératoire pour diminuer l'agitation post-opératoire et pour diminuer les troubles du comportement post-opératoire. Dernière chose à discuter pour la prise en charge au bloc opératoire, c'est celle de la stimulation. On a souvent tendance au bloc à demander assez facilement qu'il y ait un silence au moment de l'induction. Et en fait, c'est argumenté par cette étude, qui est un essai contrôlé randomisé, encore une fois, sur des enfants de 2 à 7 ans, 35 patients par groupe, où ils font un groupe contrôle, avec une prise en charge classique, et un groupe basse stimulation, donc c'est-à-dire une baisse de la luminosité au bloc, une musique douce en fond, et surtout un seul interlocuteur avec l'enfant, donc seulement l'anesthésiste. Et donc on retrouve une baisse de l'anxiété au moment de l'entrée au bloc et au moment de l'induction.
Et également, ici, on regarde la compliance à l'induction qui est évaluée par le score ICC. Le score ICC, quand il est à 0, ça indique une bonne compliance à l'induction, et quand il augmente, ça indique une moins bonne compliance. Et donc, on voit que la compliance à l'induction est meilleure dans le groupe basse stimulation. Une chose intéressante juste à noter, c'est que dans le groupe contrôle, 90% des enfants avaient au moins 3 intervenants dans leur entourage contre un seul dans le groupe où ils avaient décidé que ce serait que l'anesthésiste. Juste pour parler un petit peu de choses modernes qui sont en train d'arriver dans nos blocs, le casque VR. Ici, c'est un essai où ils ont comparé 2 groupes. Un groupe qui reçoit pas de réalité virtuelle et un groupe qui, juste avant l'induction, reçoit un casque de réalité virtuelle avec un jeu interactif. Et donc, on a T0 qui est toujours la zone d'attente, T1 le transfert et T2 l'induction. On a une augmentation franche de l'anxiété progressive dans le groupe sans réalité virtuelle, alors que dans le groupe réalité virtuelle, on a une petite augmentation de l'anxiété à l'entrée en salle, mais qui est ensuite stable à l'induction. Et c'est intéressant de voir ça parce que, en fait, à l'entrée en salle, ils n'ont pas encore le casque VR, il est donné que à l'induction. Donc, juste le fait de savoir déjà qu'ils vont l'avoir, ça diminue déjà l'anxiété. Ils ont également fait des visites VR du bloc opératoire, en préopératoire. C'est difficile à mettre en place, mais il faut savoir que ça existe. Et qui fonctionne également pour diminuer cette anxiété. Un petit mot sur d'autres petites choses que je ne vais pas trop préciser. L'utilisation d'une salle de jeu, la présence d'un clown ou l'enregistrement de la voix de la mère, ça fonctionne également. Et en revanche, tout ce qu'on fait assez classiquement au bloc, l'utilisation du toutou, proposer aux enfants de tenir le masque, de les garder assis plutôt que les mettre sur le dos ou éventuellement faire des bulles de savon, ce genre de choses, il n'y a absolument pas d'études sur tout ça, alors qu'on le fait assez systématiquement au bloc. Pour finir, je voulais vous présenter le programme Advance. Le programme Advance, c'est un programme qui a été écrit par Kale, qui est sorti en 2007 dans l'anesthésiologie, dont l'idée était de regarder si un programme de préparation globale qui rassemble un peu tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant permettait de diminuer l'anxiété chez l'enfant. Et donc c'est un essai contrôlé randomisé, monocentrique, réalisé sur 4 ans, des enfants de 2 à 12 ans, 94 patients par groupe. Et en fait, l'étude, je vous l'ai déjà montré au début, c'est l'étude que je vous avais montrée sur le midazolam. Donc un groupe contrôle, un groupe présence parentale, un groupe midazolam et donc un groupe Advance. Dans le groupe Advance, il faisait à J7, à J-7, les parents recevaient une brochure d'information et une bande vidéo qui leur permettait d'expliquer comment ils allaient accompagner leur enfant. Un kit d'entraînement au masque pour les enfants. À J-2, ils étaient appelés par les anesthésistes pour les briefer. En zone d'attente, les enfants recevaient une boîte de jeux adaptée à l'âge et à l'induction. Il y avait la distraction parentale et une boîte surprise avec soit un kaléidoscope pour les plus jeunes, soit une Game Boy pour les plus âgés. Et donc, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure, à laquelle j'ai rajouté les résultats du groupe Advance et qui montrent une baisse de l'anxiété dès la zone d'attente, contrairement aux 3 autres groupes. Et ensuite, la courbe qui rejoint la courbe du midazolam et qui fait mieux toujours que la présence parentale et que le groupe contrôle. Quand on regarde l'agitation post-opératoire, on l'a dit tout à l'heure, le midazolam ne fait pas mieux. En revanche, le groupe Advance, lui, fait mieux. Et il fait également mieux en termes de diminution de la consommation d'antalgiques post-opératoire. Concernant les troubles du comportement post-opératoire, le groupe Advance ne modifie pas la prise en charge. Il permet juste de sortir un peu plus tôt du SSPI, globalement 20 minutes avant le groupe midazolam et 10 minutes avant les 2 autres groupes. Donc pour conclure, je dirais que c'est un problème qui nous concerne tous parce que ça concerne globalement 50% de nos patients. La prise en charge doit être à la fois médicamenteuse et aussi non médicamenteuse avec de la préparation et la distraction. Donc à Bicêtre, on fait essentiellement du non médicamenteux avec la musique, les dessins animés, l'hypnose qui peut être faite par la psychomotricienne du service de chirurgie pédiatrique. Le médicamenteux, on ne le fait pas trop pour 2 raisons. La première, c'est la disponibilité. Le Dexdor intranasal, c'est pas encore disponible à Bicêtre, c'est en cours, mais pour l'instant, c'est pas disponible. Et la deuxième, c'est une difficulté de timing. On ne sait pas exact, vu qu'on n'a pas tout le contrôle sur quand descendent les enfants, c'est un peu difficile de savoir quand leur donner. Pour finir, je vous mets je vous propose un arbre de prise en charge. Donc ici, les conséquences, pour qu'on ait bien en tête que c'est important de prendre en charge cette anxiété. Je propose de faire une prise en charge non médicamenteuse qui soit systématique avec des choses simples, donc musique, dessin animé, jeux vidéo, proposer le masque, et ensuite d'évaluer éventuellement en consultation d'anesthésie les facteurs de risque, et en cas de présence de ces facteurs de risque, proposer une prise en charge un peu plus complexe, soit avec une prise en charge médicamenteuse si l'âge corrigé est supérieur à 60 semaines, parce qu'on sait qu'avant, ils sont très sensibles sur le plan métabolique. Je dirais plutôt le Dexdor en première intention pour disponible, et en deuxième intention le midazolam. Et à côté de ça, une prise en charge non médicamenteuse un peu plus complexe avec la préparation, l'hypnose, la réalité virtuelle.
Les faibles stimulations au bloc, ça semble aussi quelque chose qu'il faut faire de manière systématique, et évidemment, dans tous les cas, ça devra être multidisciplinaire. Voilà, merci.